De Lucien Febvre, Martin Luther un destin, suite, l'affaire des indulgences, 3, les 95 thèses. Les 95 thèses, ni un pamphlet, ni un appel aux armes, ni la réaction soudaine d'un homme aux yeux de qui s'étale un scandale imprévu et par trop voyant. La manifestation, après d'autres, d'un dessein formé par Luther avant que Tetzel ne parût et qu'Albert de Brandebourg ne fût en question. L'application à un cas particulier, qui ne pouvait pas ne pas se poser devant l'esprit et la conscience de Luther, des principes qu'il avait élaborés, des notions qu'il avait formées. J'ajoute, la réédition avec plus d'éclat, plus d'ampleur, plus d'assurance, de thèses qui, depuis au moins 2 ans, ne cessaient de hanter l'esprit toujours en travail, l'esprit infatigable et strident de Martin Luther. Albert de Brandebourg, Tetzel, les prônes retentissants et impies de Zerbst, de Jüterborg, et d'ailleurs, prétexte. Ou occasion, comme on voudra. Ce n'est pas d'une bulle concédant entre des dizaines d'autres, toutes semblables, des indulgences. C'est du travail intérieur de Martin Luther sur Martin Luther qu'est sortie toute armée la protestation du 31 octobre. Et sans doute le geste de l'Augustin à ce midi d'automne était gros de conséquences. Un geste révolutionnaire, on le dit toujours rituellement. Après coup, parce qu'on connaît l'histoire, et ce n'est point faux au total, car Luther n'avait pas fait imprimer ses sermons de 1516 et de 1517 sur les indulgences. Mais les 95 thèses qui seront très vite imprimées, dès le 31 octobre 1517, il en expédie la copie à l'archevêque de Mayence, Albert de Brandebourg, avec une lettre catégorique. Ce n'était pas cependant une déclaration de guerre. Un avertissement, oui. Un rappel à l'ordre, sévère, au nom de Dieu. L'application de ces idées que déjà nous l'avons vu, il formulait en 1512 dans le sermon fabriqué pour le prévôt de Leitzkau. Ni dans les thèses, ni dans la lettre à Albert, Luther ne s'emporte en injures, en cris furieux. Au contraire, il a pour les charlatans qui trompent les fidèles une sorte de ménagement dédaigneux. Citation. Mon but est moins d'incriminer leurs clameurs, car je ne les ai point entendus, que de détruire les imaginations erronées qu'ils font naître dans l'esprit de leurs auditeurs. Fin de citation. Cette sorte de sérénité était le témoignage d'une force singulière, et si Albert de Brandebourg avait été un connaisseur d'hommes, sans doute aurait-il hésité à dénoncer le moine, à entamer contre lui sa procédure. Révolutionnaire, le document du 31 octobre, oui et non. Par sa forme, sa teneur, sa brutalité, je ne crois pas. Ici encore, il faut comparer. Révolutionnaire, oui, ce Jean Lellier, prêtre, maître S.A., licencié en théologie, qui proclamait dans sa Sorbonnique en 1484 que, citation, le pape n'avait pas le pouvoir de remettre aux pèlerins par des indulgences la totalité de la peine due par eux en raison de leurs péchés, même si ces indulgences étaient octroyées justement et sainement. Fin de citation. Il ajoutait que les décrets décrétals des papes n'étaient qu'attrape et tromperie. Il faisait pressentir les doctrines de Luther sur le sacerdoce universel. Il déclarait que l'Église de Rome n'était pas le chef des autres églises, que le mariage des prêtres était licite, et témoignage d'esprit critique qu'un historien se doit de relever au passage, qu'on n'est point plus tenu de croire aux légendes des saints qu'aux chroniques de France. Ce Lellier s'en tira en abjurant ses erreurs et comment. Il prétendit froidement avoir ignoré que Wycliffe était un hérétique. L'évêque de Paris le renvoya absous au scandale de la Sorbonne. 14 ans plus tard, en 1498, un homme bien plus connu et dont on sait l'influence sur Érasme, le franciscain Jean Vitrier, était déféré à la Sorbonne pour avoir professé, entre autres propositions, notoirement scandaleuses celle-ci, qu'on ne doit point donner d'argent pour les pardons et que les pardons viennent d'enfer.
Panurge, en ses jours de plus grande licence, n'en dira jamais autant. Et Martin Luther, le 31 octobre 1517, n'avait garde d'user d'un tel vocabulaire. Vitrier censuré finit sa vie tranquillement dans son couvent de Saint-Omer. Voilà deux exemples, entre bien d'autres, qui nous aident à évaluer exactement l'audace formelle d'un geste hardi, mais mesuré dans sa hardiesse. Seulement, précisément, ce qui faisait la force de Luther, c'est qu'il ne se bornait pas à pousser un cri violent, à élever d'un coup une protestation brutale, mais sans lendemain. Luther apportait 95 thèses. Par derrière ces 95 thèses, il y avait les 97 thèses de septembre. Par derrière ces thèses, 10 ans de sa vie, 10 ans d'efforts héroïques pour retrouver la paix. Et ce n'était même pas une doctrine qu'il soutenait. Notre langue si pauvre nous oblige à utiliser des mots mal adaptés. Derrière ces protestations et ces affirmations de 1517, Luther se mettait tout entier corps et âme. Il mettait un homme et que rien au monde ne ferait reculer, car dans le cœur de cet homme, un Dieu, son Dieu, vivait, sensible et tangible à chaque instant, un Dieu dont il tirait sa force en lui avouant, en lui confiant pour ainsi dire, sa faiblesse et sa misère. Ainsi, jadis, à l'affichage des thèses, mouvement de révolte contre un abus formel, on cherchait un antécédent de même nature. On le trouvait sans peine dans les sentiments de révolte qu'on prêtait également au jeune Luther à Rome. Aujourd'hui, c'est tout naturellement qu'on voit l'Augustin enfoncé, jusqu'alors dans ses méditations solitaires, se dresser en pied et clamer « Quoi ? Sa révolte contre les abus ?» Bien plutôt sa foi profonde, indestructible, illuminée dans une doctrine possédée au prix de quels efforts, salutaire entre toutes et pacifiante, la seule, et dont des maladroits, des criminels plutôt, s'efforcent de détourner l'esprit des chrétiens. Une catastrophe, l'affaire des indulgences, point. Une affirmation. La suite logique, la conclusion nécessaire de tout l'effort de pensée du moine depuis son entrée au couvent d'Erfurt. Seulement qui jette un cri ne sait jamais quels échos réveillera sa voix. Le 1er novembre 1517, personne ne se présenta pour discuter contre le frère Martin. Mais en quelques jours, les 95 thèses réimprimées, traduites en langue allemande, colportées dans tous les milieux, apportaient au moine, à sa grande surprise, l'écho d'une voix dont la puissance et l'accent le troublèrent profondément. La voix d'une Allemagne inquiète, sourdement frémissante de passion mal contenue, et qui n'attendait qu'un signal, qu'un homme, pour révéler publiquement ses désirs secrets. Minute décisive où sur le devant de la scène en face de Martin Luther s'avance, collaborateur anonyme, mais dont la part dans l'œuvre s'élargira sans cesse, l'homme allemand de 1517, rempli d'énergie contradictoire. C'est lui qui du même coup va faire naître et avorter l'œuvre originale, l'œuvre tout d'un jet qu'un moine portait en lui et dont il n'a signé devant l'histoire qu'une épreuve contrefaite.